place. Voilà. Bien, alors je vais vous présenter dans les grandes lignes. Il s'est fait que grâce à Aurore, nous avons eu connaissance d'un groupe de femmes qui faisaient un spectacle avec le théâtre des rues. On aura la directrice. Oui, ok. Un spectacle donc qui a été créé entièrement par un groupe de femmes en collaboration à la Touline, et je suppose que le groupe des femmes sont des personnes qui sont à la Touline, qui est un centre d'aide aux victimes. Et donc le théâtre des rues avec la Touline a proposé un atelier d'expression théâtrale duquel a émergé une pièce qui s'appelle « Ne me libère pas, je m'en charge ». Pour faire le spectacle en entier et vous le présenter, c'était vraiment... ça demande toute une logistique que nous n'avons pas. Donc ce à quoi nous allons assister, c'est à des extraits de ce spectacle. Et je suis vraiment très contente que ça se passe et de vous avoir ici avec nous sur le thème de la réparation. Et on prendra un petit moment après pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Voilà, j'ai la charge de vous présenter un petit peu le projet. Donc, comme disait Hélène, je m'appelle Laura, je travaille au théâtre des rues. Je ne suis pas seulement la directrice de la compagnie, mais je suis aussi comédienne animatrice en fait à la base. Et donc, on est une compagnie de théâtre-action. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent la démarche du théâtre-action, qui est assez particulière. Donc, le théâtre-action en fait a pour objectif de travailler non pas avec des publics professionnels, mais avec des publics non professionnels, donc des citoyens et citoyennes qui souhaitent s'emparer de l'outil théâtral pour faire passer un message politique sur les oppressions, par exemple, qu'ils vivent au quotidien. Et donc nous, en tant que compagnie, on travaille principalement avec des publics qui n'ont pas souvent l'opportunité de s'exprimer, qui sont parfois dits dans les décrets et les textes de loi comme des publics fragilisés, en tout cas fragilisés par la vie et par les choses qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Et depuis quelques années, moi j'ai l'occasion de travailler principalement, je dois dire, avec des femmes victimes de violences. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été menés, dont celui-ci, qui à l'initiative est un projet qui émane de la Touline, mais aussi du Centre d'action laïque du Brabant-Wallon, qui souhaitait mettre à disposition de femmes, pas seulement des femmes de la Touline, mais aussi des citoyennes qui ont envie en tout cas de s'emparer du théâtre, pouvoir porter un message politique sur les droits des femmes, notamment. Et donc ici, avec le groupe qui s'est constitué, qui vient à la fois de la Touline, à la fois aussi du Centre d'action laïque, il y avait une envie de, en tout cas dans les ateliers qu'on a eus, de parler de la question de la femme objet. Voilà, la femme objet de procréation, la femme objet de service, la femme objet de désir, la femme objet de domination. Voilà, ça regroupait pas mal de choses. Et donc ici, on va juste vous présenter quelques extraits du spectacle, parce qu'elles sont normalement 6 sur scène, et là, elles sont 3. Et j'interviendrai juste un tout petit moment. On a essayé de faire comme on pouvait, donc avec les moyens du bord, on créer un petit peu des moments de ponctuation musicale, des voix qu'on a enregistrées et qui sont aussi portées dans le spectacle. Et en gros, l'histoire, un peu, comme ici on n'aura pas l'entièreté, peut-être qu'il y aura des soucis de compréhension, de contexte, etc. C'est l'histoire d'une femme qui va se marier, voilà, et donc autour d'elle gravite sa constellation familiale. Il y a sa mère, il y a sa belle-mère, il y a sa sœur, il y a sa cousine. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure du spectacle que toutes les femmes de cette famille sont porteuses d'un combat politique dans la question de la libération de la femme. Et donc elles sont toutes porteuses d'un message finalement. Il y a la mariée, qui est interprétée par Aurore, il y a la belle-mère, qui est interprétée par Catherine, la sœur de la mariée, qui est interprétée par Jocelyne, et aujourd'hui aussi elle fera la cousine, parce que la cousine n'est pas là. Donc voilà, quelques extraits. On va aussi, pendant la lecture, vous lire ce qu'on appelle les didascalies au théâtre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des annotations en fait, qui servent à recontextualiser où ça se passe, quelles sont les actions. Du coup, pourquoi pas vous les jouer là maintenant. Normalement, il y a un décor, il y a une cabine, enfin, il y a voilà, des lumières, etc. Donc, pour vous aider à la compréhension, à certains moments, on va lire ces annotations pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. À l'issue, l'idée c'est qu'on puisse récolter vos impressions, vos questions, et elles seront là aussi pour partager leur témoignage de ce processus de création particulier. Merci beaucoup.
La cousine. Dans un parc, la cousine lit un livre sur un banc. Elle a des écouteurs dans les oreilles. Une femme enceinte l'interpelle. Simone? Elle n'entend pas et reste plongée dans son livre. Simone! Oh, pardon. Salut, comment vas-tu? S'asseyant près de la cousine, avec la poussette et tous ses sacs. Ça va. Comme tu vois, rebelote. Avec Eric, on voulait vraiment un deuxième. Difficile de ne pas s'en apercevoir, en effet. T'as pas chômé, on dirait. Oh, j'arrête pas. Un peu de calme, ça me ferait du bien. Je reviens chez le dîner. Quelle aventure! Elliot a failli démonter le cabinet. C'est toujours comme ça quand il n'a pas fait sa sieste, celui-là. Elle touche son ventre. C'est une petite fille. Le choix du roi, il paraît. Vers la plaine de jeu. Fais attention, Elliot! Reste près de maman, chérie. Vers la cousine. Le seul truc, c'est que je me sens un peu comme une baleine. Du coup, je me suis inscrite à un cours de fitness. Tu savais, toi, qu'on pouvait rester fit, même en étant enceinte? Ah bon? Pourtant, je pensais que c'était déconseillé de faire du sport quand on était enceinte. La femme lisant un passage. Non, regarde, pour être une fille, vous devez adapter votre routine sportive à votre grossesse. Car oui, enceinte, on peut faire régime, continuer à faire du sport, se sculpter, à transpirer, à bouger. C'est imparable pour conserver une silhouette fit jusqu'au bout. Vers la plaine de jeu. Elliot, ne va pas par là! C'est pour les grands! Vers la cousine. Mais toi, t'as pas changé? Comment tu vas? Moi, ça va. On est en pleine préparation du mariage de ma cousine. Elle fait ses essayages, mais tout là-dedans. Alors j'essaie de m'arrêter un peu et de profiter du soleil. Mais c'est qui ton gynéco? Vers la plaine de jeu. Elliot, ne mets pas ça en bouche! Oh, dépose ça! Le docteur Souture, il est au cabinet médical de la place de l'église. C'est lui qui a su ma première grossesse, il est incroyable, tu le connais? Oh oui! Encore un qui m'a remballé comme une grosse merde parce que je voulais me faire gâturer les trompes. Mais enfin, madame, vous êtes bien trop jeune. Vous finirez par rencontrer quelqu'un et vous changerez d'avis, blablabla, et blablabla. La femme s'étranglant presque. Te faire ligaturer les trompes? Non mais quelle idée! C'est un peu radical comme méthode! Je ne veux pas d'enfant. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Ouais, tu changeras d'avis, tu verras. La maternité, moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Nous, les femmes, nous avons cette chance inouïe de pouvoir donner la vie. C'est tellement magique. Vers la plaine de jeu. Elliot, non, mon chéri! Il faut descendre le toboggan, pas le remonter. Ah, c'est bien. Non, mais franchement, tu penses qu'on n'a pas sérieusement envie que ta vie, son enfant? C'est pas dans la veille que ça changera. Sans vouloir te passer. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais moi, je ne suis pas une usine de fabrication de bébés. C'est pas mon truc. Je trouve que nous, les femmes, en étant mères, on se réalise pleinement. Oui, sérieusement, je trouve ça vachement réducteur de cantonner une femme à son rôle de mère. On n'est pas les poules pondeuses. Il existe bien d'autres façons de s'épanouir en tant que femme. Mais je comprends pas pourtant, t'as l'air d'aimer les enfants. Vers la plaine de jeu. Elliot, ne mange pas de ça, mon Dieu, tu vas être malade! Oui, bon, quand je les vois comme ça, je trouve ça mignon. Mais de là à en faire, c'est une autre histoire. J'adore les mots des autres. Je les trouve super touchants, mais quand je vous vois toutes courir non-stop derrière votre progéniture, chargés comme des mulets chaque fois que vous allez quelque part, voués corps et âme à vos enfants, moi, ça ne m'inspire rien. Ouais. Tu dis ça parce que t'es célibataire. Et quand tu rencontreras l'homme de ta vie, t'auras forcément envie de lui faire des petits qui lui ressemblent. Faut juste que tu trouves la bonne personne. Tout le monde me dit ça. Comme si c'était une abomination d'être une femme et de ne pas vouloir d'enfant. On me traite de cruelle, de complexe, d'aigrie. Est-ce qu'on ferait ce genre de réflexion si j'étais un mec? Tu sais pas le bonheur. Tu sais pas ce que tu rates. C'est dingue, quoi, le bonheur d'être enceinte. Cette sensation, c'est juste merveilleux, tu sais.
Elliot, tu laisses cette petite fille tranquille. T'en fais pas pour moi. J'ai un boulot que j'aime, je voyage, j'aime ma liberté. C'est pas un peu égoïste quand même? Dans le monde dans lequel on vit, c'est plutôt de faire des gosses qui est égoïste. T'as vu dans quel merdier on est? Le réchauffement climatique, le chômage, la pollution. La planète est déjà assez surpeuplée. Hein. T'as pas besoin qu'on se reproduise, crois-moi. Mais tu peux pas t'imaginer tout l'amour qu'Eliott me procure. Elliot, ça suffit. Tu lui rends sa chaussure immédiatement. Et avec dis donc, c'est peut-être beaucoup d'amour, mais c'est aussi tellement de responsabilité, de privation et de problèmes. Je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça. Hein. Le secret, c'est la patience. Beaucoup de patience. Elliot, tu lui lances pas sa chaussure, tu arrêtes. Je vais compter jusqu'au 3. Mais franchement, tu t'imagines plus tard? Tu vas pas rester éternellement jeune? Qui est-ce qui va s'occuper de toi? On ne fait pas de gosse pour avoir une assistance à domicile une fois plus âgée. Ah! Un enfant, c'est une partie de toi qui reste. Un enfant, c'est une partie de moi qui pleure, qui sent le caca, qui te colle au basket 24 heures sur 24, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de sortir, de t'accomplir. Pour moi, c'est ça, un enfant. Tu sais, je suis bien comme je suis. Libre de faire ce que je veux, quand je veux. Tu sais quoi? T'es plutôt aller m'acheter un chien, tiens. Ça me coûtera moins cher. Tu parles vraiment comme une vieille fille. Mais pourtant, je suis bien décidée, tu sais, crois-moi. J'ai un rendez-vous avec une nouvelle gynéco demain. Tu sais, j'étais en voir 5 avant de trouver celle-là. Et tous me regardaient avec un air condescendant. À 30 ans, madame, on ne fait pas ça. C'est un crime contre l'humanité. Mais enfin, pense un peu à toutes ces femmes, quoi, qui subissent des traitements lourds pour être enceintes ou qui sont carrément stériles. Tu te rends pas compte de la chance que t'as? Écoute, c'est mon corps. Je devrais pouvoir faire ce que je veux avec. Mais non, je dois encore me justifier. Encore et toujours devant tout le monde. C'est dingue, ça. Franchement, je te souhaite d'avoir tout le bonheur du monde. De faire autant de gosses que tu veux. Même une équipe de foot si ça te chante. Et de rester la plus fit possible. Mais moi, personnellement, au lieu de me juger... Ah, mais d'ailleurs, regarde ton gosse, là. Tu devrais le surveiller. Il est en train de tirer une tresse et il vient carrément demander. Franchement, tu sais quoi? Qu'on me foute la paix. À moi, à mes trompes de Fallon, à mon utérus, et lui-même. La sœur. Hé, mademoiselle. Et ma gazelle. T'es charmante, hein? Tu parles comme ça. T'es bonne, tu sais. T'es célibataire? Tu viens pour ma belle. Hé, mademoiselle, je peux avoir ton numéro. Ton bouche en boule. Dépendante. Tu veux voir ma troisième jambe? Qu'est-ce qu'il y a? T'as compté ta langue? Et madame, tu baisses? C'est combien? Je te ferai bien la chatte. Regarde-moi quand je te parle. T'as oublié ton soutien? T'as pas froid comme ça? Hé, ma vieille, enlève ta robe. T'as une culotte? Fais pas ta frigide. Montre-moi tes seins. Fais une couche à pied. Hé, ça, Tu suces? Tu cours comme ça. t'es pressé? Fais pas ta belle danse. Bouge pas le cul. Tu m'excites. Ta belle dent, elle fera un beau collier à la bite. Et sale pute. Machine à sperme. Tu t'en vas? Tu fais la manie? Tu te promènes? Va te faire enculer. Mal baisé, va. C'est pas vrai que les petites filles préfèrent jouer à la poupée plutôt qu'aux voitures. C'est pas vrai que parce que je suis une fille, j'aime le rose. C'est pas vrai que parce que j'aime le rose, je suis une femme en fou. C'est pas vrai que mon cul fait tourner la tête des garçons. C'est pas vrai que je porte des paillettes pour attirer l'attention. C'est pas vrai que je sors le vendredi soir pour draguer. C'est pas vrai que l'essence de ma féminité se révèle par mon physique.
C'est pas vrai que si je sors sans maquillage, je suis moins belle. C'est pas vrai qu'il faut être belle pour être aimée. C'est pas vrai que je ne peux pas être à la fois belle et intelligente. C'est pas juste qu'on me traite comme une poupée Barbie. C'est pas juste d'accepter les avances de son patron pour ne pas être virée. C'est pas juste de devoir faire attention à la façon dont je suis habillée avant de sortir. C'est pas juste d'être scannée de bas en haut dès que j'entre quelque part. C'est pas juste qu'on me traite de pute lorsque je m'habille sexy. C'est pas juste que mon corps soit considéré comme un objet de consommation. C'est pas juste qu'on me regarde comme un morceau de viande. C'est pas juste qu'on se frotte contre moi dans le bus. C'est pas juste d'avoir la boule au ventre lorsque je prends le taxi seul. C'est pas juste de vouloir être transparente pour ne pas avoir d'ennui. C'est pas vrai que si je porte une mini-jupe, j'ai plus de risques d'être violée. C'est pas vrai qu'un sourire à un inconnu est une invitation. C'est pas juste d'avoir peur quand je rentre seule le soir. C'est pas juste de prendre des cours de défense pour assurer ma sécurité. C'est pas juste de devoir me balader avec une bombe au poivre dans mon sac à main. C'est pas juste d'avoir des numéros de secours enregistrés d'avance sur mon téléphone. C'est pas juste de changer de trottoir lorsque je croise un groupe d'hommes. C'est pas juste de sursauter à chaque fois que j'entends quelqu'un siffler. C'est pas juste que mon cœur s'emballe lorsque j'entends des pas derrière moi. C'est pas juste que je sois terrifiée par son souffle dans mon cou. C'est pas juste qu'on m'agrippe par la taille alors que j'ai dit non. C'est pas juste que lorsque je dis non, ils entendent oui. C'est pas juste que les passants m'ignorent alors que je crie au secours. C'est pas juste que je dois courir à perdre haleine pour ma survie. C'est pas vrai que je l'ai cherché. C'est pas vrai que je suis provocante. C'est pas juste me sentir coupable. C'est pas juste d'avoir honte alors que je n'ai rien fait. C'est pas juste que la police minimise les faits. C'est pas juste. Personne ne me croit. C'est pas juste. La belle-mère. Sur de la musique, la belle-mère s'affaire. Elle court dans tous les sens, fait le ménage, range le linge, et entame sa deuxième malle à linge avec le repassage du costume de cérémonie de son mari. Allez, c'est presque fini. Une voix s'élève. Tu sais bien que c'est jamais fini. C'est vrai qu'après, il y a encore le souper qui m'attend. Bah tu ferais bien de leur apprendre à se cuire un œuf. Elle rit, comme si l'échange se faisait dans sa tête. Soudain, elle arrête de repasser, regarde autour d'elle pour voir s'il y a quelqu'un dans la pièce, soulève le fer à repasser en regardant la semelle de près, puis elle redépose le fer. Il semble ne plus fonctionner. Il est temps que je me calme, je commence à entendre des voix. Elle tente de remettre le fer à repasser en marche, regarde le fil d'alimentation. Non, non, Jeanne d'Arc, tu m'as bien entendu. Elle ressoulève le fer à repasser, très inquiète, l'inspecte et le dépose à nouveau. Oui, c'est à toi que je parle. Ça fait 20 fois que tu passes et repasses sur le col et le plastron. T'as pas envie de faire une pause? Moi aussi, je vieillis. Je commence à devenir folle. Elle se dirige vers l'armoire pour aller boire un petit coup de whisky qu'elle a planqué. Au moment où elle trempe ses lèvres, Bois un petit coup. elle manque de s'étrangler en entendant le verre lui parler. Ça te fera le plus grand bien. Dépose ce verre, il ne te sera d'aucune aide. Elle réalise que les objets lui parlent. Clara, nous avons passé des heures interminables ensemble ces dernières années. Je suis inquiet pour toi.
Qu'est-ce qui m'arrive? Tu dépéris à vue d'œil. C'est juste un petit coup de fatigue. Prends un petit remontant. Le plumeau se met à lui parler. Tais-toi, tu la tiens vers le bas. Tu as consacré toute ta vie à t'occuper de ton fils et de ton mari. T'en as pas assez de faire la boniche? C'est vrai, on n'a plus vu un sourire sur tes lèvres depuis tellement longtemps. Tes plumes sont toutes ternes. Juste une gorgée, ça te remettra les idées en place. Pshh, il est temps que ça change. Comment? Bah, il faut faire du grand nettoyage dans ton existence. Tu le fais bien pour eux à longueur de temps. Bah, maintenant c'est ton tour. Balaye le passé, dépoussière ton cœur dépoussière ton âme d'enfant, ton cœur de femme. Perle rouge à tes lèvres, viens danser, t'amuser. La poussière attendra. Pshh, stop à l'exploitation. À partir d'aujourd'hui, on se met en grève. On a besoin de vacances et toi aussi. Il n'y a pas de vacances quand on est mère au foyer. Eh bien, le temps est venu que chacun prenne ses responsabilités. Ce costume, par exemple, il pourrait pas aller au dressing? Ouais, il est temps que tu existes, en tant que personne. Non mais regarde-toi, tu fais partie de la collection d'objets d'entretien. Taillable et corvéable à merci. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Une femme doit savoir ce qu'il faut faire. Aucune femme n'est née avec un plumeau dans les mains. Et vous croyez que c'est facile de s'opposer à son mari? C'est lui qui rapporte l'argent. J'aurais aimé aller travailler, mais il fallait s'occuper des enfants. Rester à la maison, c'est aussi un métier. Et puis, j'ai jamais dû faire ce que je voulais. Et maintenant, qu'est-ce qui t'en empêche? Ça te tenterait pas de voir du paysage, au lieu de rester enfermé ici à sticker tout sur ton passage? Qu'est-ce qui te fait rêver? Oh, avant de me marier, j'aurais aimé aller étudier la peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Eh ben, tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux, non? Tu es sa compagne, pas sa servante. Les écoute pas, bois un petit coup, ça va te détendre. Vous avez raison. Elle se dirige vers le verre de whisky. Approche tes lèvres. Tu sais comment c'est, toi et moi. Je vais te consoler. Tais-toi. Clara, tu as besoin de moi. Bois une petite gorgée pour oublier toutes ces années gâchées. Bois, tu te sentiras mieux. Oublie les douleurs, la solitude. Je t'accompagnerai. Je suis ton ami fidèle, le seul qui te comprend vraiment. Bois, ma belle. Je suis ton médicament. Tais-toi. Tu me tortures depuis trop longtemps. Elle renverse le verre dans la porte. On a fait du bon boulot ensemble, depuis tellement d'années. Mais maintenant, dépote plus et ennuie-toi. Il est temps de renverser la vapeur et de penser à toi. Elle remet tout le linge à repasser dans la main. J'en connais deux qui vont se découvrir de nouveaux talents. Et moi, je vais chercher mon pinceau et mes couleurs. Et voilà. La, la, la. Elles sont vraiment La fille. Qui est la mariée, du coup, dans le spectacle? La mariée est prostrée dans la cabine d'essayage, les mains sur les oreilles, comme si les robes de mariée autour d'elle se mettaient à lui parler. La robe 1 lui parle. Il était encore entré alcoolisé aux aurores et sans prévenir. Quand il a poussé la porte, j'étais dans la cuisine en train de vérifier les cartables des enfants. Je lui dis qu'il y avait des rappels de factures impayés et qu'il devait assumer selon les répartitions financières qu'on avait établies. Il s'est approché de moi, il m'a giflé violemment. Une gifle magistrale qui m'a fait passer en arrière. Ma tête a cogné un meuble et je suis tombée par terre. Il était au-dessus de moi et a commencé à me donner des coups de pied partout, dans le ventre, le thorax. Je lui criais d'arrêter. Je le voyais qui se mordait les lèvres avec un rictus de satisfaction. Il serrait les dents, sourd à mes cris. Il jouissait de me faire mal, et cette rage dans les yeux. Je crois qu'il avait envie de me tuer. Il ne disait pas un mot. Il était centré sur son acte. La robe 2 lui parle aussi. J'observais ma chatte dans la cuisine devant sa gamelle. Elle était mourante. Elle ne mangeait plus. Et ça a été comme une révélation.
C'est grâce à elle que j'ai compris que nous vivons la même chose. Elle était le reflet de ma vie. Je ne mangeais plus non plus. Je maigrissais. Je dépérissais. J'étais seule, prisonnière dans ma cage dorée, complètement dépendante de mon époux, sous sa domination totale. Je devais quitter ce monstre, ce bourreau, rapidement pour ne pas mourir. 35 ans avec cet homme sans comprendre. Il a entendu mes cris et il est descendu. Alors, il a arrêté les coups et s'est enfui. Il y avait du sang par terre. Mon fils m'a demandé si c'était passé. Je pleurais tellement, je ne savais plus parler. J'avais mal, j'avais très mal. Mon fils m'a dit, il t'a tapé dessus. Et j'ai rien répondu. Maman, il faut que tu partes, parce qu'un jour, il te tuera. Une troisième robe de mariée lui parle. J'ai 20 ans, je suis à la maison, j'attends. Il a fait un accident avec délit de fuite. Il boit de plus en plus avec ses copains. Lorsqu'il revient, tard le soir, la police est là pour le cueillir. Verdict, 1 mois de prison, plus de revenus, plus d'allocation familiale. J'assume tout. Travail, paye des ouvriers, sans avocat, sans argent, les visites. Je m'en sors et il me reste de l'argent. Il m'en veut. Qu'est-ce que je fais avec un type pareil? À nouveau, la robe de mariée parle. Je voulais fuir pour qu'il ne me touche plus jamais. Il me dégoûtait. Je ne pouvais plus supporter. Je voulais qu'il crève. Je le haïssais. La haine était une force vitale. La haine m'a tenu en vie. C'était peut-être l'instinct de survie aussi. Un réflexe primaire, la fuite devant le danger. Il m'avait déjà menacé. Si tu me quittes, tu le regretteras. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment partir d'ici? Si je reste, je vais crever. La mère arrive. Sa fille s'est enfermée dans la cabine brisée. Chérie, tout le monde t'attend, dépêche-toi. Je peux pas. C'est normal de paniquer. Respire, ça va aller. Maman, je peux pas. Elle prend une grande inspiration et se lance. Il faisait magnifique dehors. J'aurais pu aller faire une belle balade, mais je suis coincée à l'intérieur, immobilisée le temps que la contusion se résorbe et que je puisse à nouveau marcher. Chérie. Je suis assise dans le canapé, murée dans le silence. C'est comme si une partie de moi s'était réfugiée au plus profond de moi-même. Comme si l'enveloppe de mon corps s'était transformée en une armure vide de chevalier. Il ne reste plus que des vagues incontrôlables de peur, de colère, de rage, de tristesse. Et surtout, les reproches que je me fais à moi-même. Mais pourquoi est-ce que je l'ai de nouveau laissé rentrer? L'air de la pièce s'est transformé en électricité. La tension monte, les insultes fusent. Et si je pouvais, je lui foutrais bien mon poing dans sa gueule. Mais pourtant, je reste muette. C'est la meilleure chose à faire. Le regard noir, la bouche en cul de poule, qui fait les 100 poils là devant moi avec son allure débraillée, puis la clope et l'alcool. Et j'ai beau savoir qu'il est complètement bourré, de toute manière, rien ne pourra le calmer. Chaque mot, chaque insulte, a la sensation d'une flèche que je reçois en plein ventre. Et il se rapproche de moi. Et dans ma tête, je me dis, mais dégage, espèce de connard! Je me redresse, je relève la tête, je fais la forte, forcément de l'extérieur, mais intérieurement, j'en mets pas large. Il se rapproche encore, il me regarde droit dans les yeux avec un regard rempli de haine et de dédain. J'ai envie de te faire mal, sale pute. Et là, je sais pas ce qui me prend, les mots sortent malgré moi, sans que je puisse les contenir. Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Le regard s'affronte dans un silence immobile. Mais qu'est-ce que j'ai dit?
Son regard est devenu de plus en plus mauvais. Je reste stoïque, mais je sais que ça va tomber. Je sens plus que mon cœur batte dans ma tête. Le reste de mon corps a totalement disparu. Et ses yeux noirs de haine plongés dans les miens, il fait un dernier pas en avant et il écrase violemment mon pied blessé. Et là, je sens une décharge de douleur intense me traverser et pourtant, je bouge pas d'un poil. Et après, il se retire comme ça, il fait un pas en arrière avec son petit sourire en coin. Je suis restée avec cette douleur. Je voulais en parler à personne. Maman, je peux pas. Je veux pas de cette vie-là. Lettre à mon corps. Cher corps, Cher corps, Cher corps, merci d'être là. Toi qui me portes et me supportes depuis tant d'années, merci de toujours tenir le coup. Malgré les coups de blues, les coups durs, les injonctions, les humiliations, les agressions, les fractures, les douleurs, les maladies qui t'ont affaibli et meurtri. À chaque fois, tu as résisté courageusement et je t'en remercie. bien sûr, tu restes marqué. Tu peins sur ma peau ton lot de souffrances et de combats endurés. Il me semble parfois que c'est moi qui te porte, et non l'inverse. Alors je t'en veux. pourtant, jusqu'ici, je t'ai imposé durement beaucoup de choses pour plaire absolument. Envers et contre tout. Contre toi, contre moi, contre nous. Mon cher corps, on a fait de toi un champ de bataille. Transformé, Mutilé, Gonflé, botoxé, liposucé, amaigri, asservi, convoité, vendu, violé, objectivé. blessé. anéanti. Aujourd'hui, mon cher corps, je reprends possession de toi. Et j'espère ardemment que j'apprendrai à t'aimer et à prendre soin de toi malgré le temps qui passe. Tu m'as fait prendre conscience que je suis complète et unique, telle que je suis, avec mon physique parfaitement imparfait, que j'ai droit à mes propres choix, mon propre rythme, mes propres aspirations. Tu ne seras plus ma prison, mais la clé de ma libération, Mon combat. Aujourd'hui, je décide de m'autoriser à vivre ma vie, à être heureuse, à être amoureuse, à danser, à rire, à aimer. Aujourd'hui, je décide d'exister. Aujourd'hui, je me libère de la peur, de la pression extérieure, des insultes, de mon bourreau, du regard des autres, de la tristesse, de la violence, de la solitude, du poids sur mes épaules, des insomnies, des convenances, de la norme, de la honte et du passé. Aujourd'hui, je me libère de ceux qui veulent s'emparer de moi, de toi. Aujourd'hui, je me libère. Et c'est moi qui l'ai décidé. Alors voilà, voilà une partie du spectacle qui se termine par cette lettre à mon corps.
Elles sont là, on est là, si jamais vous avez des questions, des réactions. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de prendre la parole maintenant. Oui. Moi, je veux bien savoir comment ça a été écrit, ce texte, comment vous faisiez, si on raconte tout à l'heure. En fait, on se voyait toutes les semaines et il a fallu d'abord que l'on crée un certain lien entre nous pour arriver à se confier, ouvrir notre cœur, ouvrir notre micro. Pardon, merci. Il a fallu, sinon je vais essayer de parler plus fort, il y a beaucoup de distance de micro. Je vais parler plus fort. Donc je disais, en fait, on se voyait toutes les semaines et il a fallu créer un lien de confiance entre nous pour arriver à se livrer. Et au fur et à mesure, d'abord en faisant certains jeux de théâtre avec Laura, des exercices de relaxation, de respiration, eh bien on a commencé à se livrer. On ne s'est pas livré chacune à son tour comme ça, c'est vraiment pas facile. C'est par petits bouts. Et Laura était aussi notre fil conducteur, sous forme de questions où on répondait. Et par ces réponses, petit à petit, on s'est livré. Et ces histoires, en fait, ce sont évidemment comme d'autres histoires, pas forcément jouées par celles qui ont joué de la scène, certaines oui, d'autres ne s'en sentaient pas la force, d'autres ne se sentaient pas la force ni le courage. Je sais pas si ça voilà. Certaines ne se sentaient pas le courage de raconter leur vécu, d'autres oui. Et donc voilà, c'est un travail d'écriture collectif, chacune. Et puis Laura a retravaillé tout ça pour que ça fasse un spectacle où on se livre et où l'on veut montrer qu'on avance, qu'on veut se redresser, qu'on veut montrer que c'est possible. Voilà. Peut-être rapprocher du micro, qu'à mon avis. On fait comme à la maison. Alors, ce qui était aussi très très intéressant dans le processus de création au niveau de l'écriture, c'est que. Comme ça, tu peux aussi. C'est toi. Donc, au niveau du processus d'écriture, ce qui était vraiment très très intéressant, c'est que, bon, évidemment, il y a eu beaucoup d'exercices pour que la cohésion, la confiance se crée dans le groupe et qu'on puisse se livrer comme Jocelyne nous l'a expliqué. Et puis, à un moment donné, on a commencé à écrire des textes, chacun de notre côté. Et pendant les séances, on les faisait au bout de quelques minutes, on échangeait les textes. Et donc du coup, on continuait le texte qui avait été écrit par quelqu'un d'autre. Et c'est magique de voir comme bien orchestré par Laura, parce que Laura elle est passée à travers tout, elle a sélectionné les meilleurs passages, etc. Ça a vraiment permis de créer une pièce où on a un véritable fil conducteur qui est la trajectoire de libération de ces 6 femmes, ces 6 histoires. Et c'est pas une libération juste dans la pièce, c'est une libération pour nous aussi. Parce que c'est vraiment un processus thérapeutique. Alors on n'est pas tout arrivé dans le projet par notre psy, mais je pense qu'on a toutes eu la volonté très très forte de s'investir personnellement dans le projet et de transformer notre vécu ou une partie de notre vécu en quelque chose de beau, de touchant et qui, on l'espère, ouvrira la parole et aidera, soutiendra peut-être d'autres dans leurs événements. Qui est le public normalement des pièces?
n'y a pas de public prédéfini. Le public, c'est le tout public. Après, c'est un peu au fur et à mesure des occasions qu'on a. Si on a l'occasion de jouer en scolaire, par exemple, s'il y a un professeur que ça intéresse, voilà, c'est un petit peu à la demande, en fait, d'associations, d'écoles, de tout public. Voilà, donc il n'y a pas de cible. Vous l'avez joué déjà, oui? On l'a joué qu'une seule fois pour l'instant, en fait. On l'a joué qu'une seule fois, et donc ici, il y a 3 dates qui sont prévues à Liège, à Wavre et à Nivelles. Donc on est encore dans les répétitions. Voilà, on a pu le montrer une première fois, mais c'est quand même très frais. Hein. Il y aura d'autres occasions de jouer, et là on pourra aussi voir un petit peu récolter aussi les réactions du public. Et à Bruxelles, non? C'est pas encore prévu. Après, comme je dis, si jamais vous avez des liaisons, des filons, on veut bien aller jouer à Bruxelles aussi, hein, mais bien sûr. Oui. Encore une question sur le processus. C'était une fois par semaine. Pendant combien de temps vous êtes rencontrés? Un an et demi. Oui. On a commencé en mars 2022. Mars 2022, c'est ça aussi? 2022, mars 2022. Et elles ont joué la première, on va dire, en mai 2023. Donc il a fallu une année en comptant qu'on ne voyait pas sur les vacances juillet-août. Enfin, voilà. À raison de 2h30, 3h par semaine. Et comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que ce soit vous, je pense Elle, moi. À vous toutes, hein. Je veux dire, comment ça se fait que vous êtes... il y a eu un appel, oui. C'est vous qui avez lancé le projet? En fait, il y a eu un appel de la Touline qui avait vu un spectacle qui s'appelle Mots Bleus, sur lequel j'ai travaillé aussi, qui est un spectacle qui est porté par des femmes victimes de violences conjugales et qui tourne encore actuellement. Et en fait, suite à avoir vu ce spectacle, il a voulu créer une initiative, on va dire, similaire dans la région du Brabant Wallon, parce qu'il n'y a pas de compagnie théâtre-action en Brabant Wallon. Et donc on a répondu à un appel à projet, on s'est associé au CAL, et en fait il y avait un appel public à toutes les citoyennes qui souhaitaient rejoindre un atelier théâtre-action, où l'objectif du départ était de créer un spectacle sur la question des droits des femmes qui serait présenté dans ce cadre-là. Et donc étaient invités aussi précisément des personnes qui émergeaient de la Touline, mais aussi des personnes qui étaient dans les ateliers créatifs du CAL déjà, dont vous faites partie toutes les deux. Et donc voilà, il y avait des femmes, c'était ouvert à toutes les femmes. Mais on s'est rendu compte, quand le groupe a été créé, que finalement il y avait quand même un fil conducteur, il n'y a pas de hasard. Toutes les femmes qui étaient présentes en fait étaient porteuses de certaines choses. Et en discutant, parce qu'il faut à un moment donné choisir la thématique, l'objectif de l'attraction, c'est que la thématique émerge vraiment du groupe. Donc en fait, l'animatrice, elle n'est pas là pour dire on va faire un spectacle là-dessus. On avait juste nous un fil conducteur qui était les droits des femmes, parce que c'était ouvert aux femmes, exclusivement aux femmes. Et donc est émergé de là l'idée de la femme objet qui permettait d'aller un peu toucher à plein de sujets qui concernaient tous les participants, finalement, et toutes les femmes de façon très large en fait. Mais peut-être que vous avez répondu sur ce qui vous a attiré dans l'atelier théâtre-action, comme rapport sans savoir trop ce que c'était. En fait, procédez-moi participants à des ateliers artistiques. Et c'est lors d'un de ces ateliers que l'animatrice a parlé de... Et c'est lors d'un de ces ateliers que l'animatrice a dit, tiens, voilà, il y a un projet qui court, le CAL m'en a fait part, donc le Centre d'Action Laïque, Loire, et qui aura trait aux droits des femmes, à leur vécu, à leur libération quand c'est nécessaire. Et en fait, moi je ne sais pas, j'ai réagi directement, j'ai dit je m'inscris. Sans réfléchir, c'était vraiment comme instinctif. Voilà. Et puis Jocelyne a suivi, et encore une autre personne participante à l'atelier artistique aussi. Autrement, les autres personnes, c'est d'autres horizons en Loire. Mais bon, on a la chance alors de pouvoir répéter au sein du Centre d'Action Laïque de Wavre, qui met à disposition un local pour nous répéter. Et c'est comme ça qu'on a pris l'habitude de se voir tous les lundis d'après-midi.
Et finalement, c'est au fil des semaines qu'un lien a pu se créer entre nous, à partir du moment où la parole s'est libérée. Parce qu'en fait, on s'est reconnu aussi dans la parole des autres. Et ça a créé comme un sentiment d'appartenance. On appartenait non pas à un fait ou des faits non indicibles, mais on allait en faire des faits dicibles. Et peut-être ainsi donner la force à d'autres de se libérer par la parole. Parce que, c'est vrai, c'est une thérapie. Je ne dis pas que c'est une guérison, hein, mais c'est une vraie thérapie. Et au moins, c'est libérateur. Voilà. Je vais compléter ce que Catherine vient de dire. Donc moi, je suis arrivée à l'atelier de théâtre action par un autre chemin. Donc j'ai un suivi individuel à la Touline, qui est un service d'aide aux victimes. Et c'est ma psychologue qui m'a parlé de l'atelier et qui a jeté une bouteille à la mer en disant allez voir, ça peut être une idée. Et c'est vrai que moi j'ai débarqué vraiment comme un cheveu dans la soupe, rien que d'un point de vue organisationnel, parce qu'a priori moi je venais pour une séance d'information et en fait c'était déjà le premier atelier, donc j'étais pas du tout raccord. Et j'étais très surprise de voir comment j'ai été accueillie dans le groupe. Et donc au départ, c'était surtout pour moi, intellectuellement, j'étais dans une démarche où je m'étais dit, moi, ça va m'aider à retrouver un rythme, à me structurer, c'est une activité où je dois m'engager, où il faut y aller toutes les semaines, c'est l'après-midi donc c'est réalisable, bref, tout un tas de paramètres. Et puis, très vite, j'ai réalisé et ressenti les effets thérapeutiques que ça avait sur moi. Dans tout le processus, pas seulement le processus d'écriture, mais je veux dire aussi le fait de se retrouver avec d'autres, d'entrer en résonance sur des événements ou sur des blessures, le fait de partager. Et puis aussi quand on parle de certains épisodes, il y a quand même, entre le moment où on en parle comme ça, autour d'une table, avec un café, le moment où on y réfléchit, on le couche sur le papier, le moment où on fait la première lecture de ces événements-là, où on le dit verbalement, à voix haute, devant un public qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et puis le moment où on le joue sur une scène, c'est vraiment à chaque fois des paliers, quoi. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Et en même temps, c'est un défi que on s'est lancé chacune. Et à chaque fois qu'on franchissait ces paliers, en tout cas personnellement, j'avais l'impression de gagner, c'est pas vraiment le bon terme, mais oui, je veux dire gagner sur ce qui était arrivé. Et quand moi j'ai voulu participer à ce projet, et je ne me suis pas dit je vais m'inscrire, je vais y aller, et dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, quand on sera prête, je vais jouer. Pas du tout. Je m'étais dit je vais y aller parce que ce traumatisme, il est dans un tiroir qui n'arrêtait pas de s'ouvrir à des moments où on n'a pas envie et qui m'affaiblissent. Et je me suis dit peut-être que ça va m'aider à me rendre plus forte, à oser regarder les gens, à oser parler, à me dire que finalement je ne suis pas salie par ça.
Et donc chaque fois que personnellement je franchis une étape, comme par exemple aujourd'hui dans Haut, pour moi c'est chaque fois un défi sur moi forcément que je relève, mais aussi que je me dis, ben, tu vois, tu m'as pas complètement démolie, je suis plus forte. C'est important. Merci, parce que pour nous vous nous dites clairement que l'on arrive à faire passer l'émotion, le message, quoi. Qu'on peut être plus bas que terre, mais on est là, on est toujours là, et si on arrive à faire passer ça, c'est génial. Je crois que le fait de pouvoir parler, échanger sur votre vécu, et que nous on puisse faire du lien dans ce vécu, ça aide aussi parce que sinon on reste avec l'impact du choc et de vous voir vous affirmer, c'est déjà extraordinaire, mais de pouvoir être dans le fil de l'histoire un peu plus, ça ramène encore plus de vivant en fait, hein, et donc ce vivant qui se bat, qui lutte, et donc il y a une partie un peu, comment dire, parfois dans la lutte, on est dans une forme d'agressivité qui est un peu comme un combat. Mais il y a aussi la lutte qui est la vie et la vibration. C'est ça qui est chouette aussi de pouvoir partager ces vibrations ensemble. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est qu'on sent vraiment la puissance du collectif, du fait de se soutenir, d'être ensemble, qu'il y a quelque chose qui restaure aussi l'humain. Parce que finalement, chacune comme ça est aussi avec beaucoup de honte, beaucoup de choses, tout ça est du secret pendant tout un temps, mais c'est comme si effectivement le fait de commencer à en parler, mais d'en parler ensemble, et d'être dans un partage d'expérience, en plus comme vous le faites, relie aussi. Que ça en soi, c'est aussi tellement important, quoi. Et que vous partagez ça maintenant aussi avec nous, avec votre texte et vos émotions. Je pense que pour certaines d'entre nous, les familles découvrent. Et pour d'autres personnes, ça leur ouvre un peu les yeux sur le fait que c'est une réelle souffrance. Ça doit avoir lieu il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est là. On nous a meurtris, la blessure elle est là. Et parfois les gens ne se rendent pas compte à quel point ce qu'on a vécu peut être violent. Et le fait que forcément, à un moment ou à un autre, on invite des amis, la famille, c'est difficile, parce qu'il faut se livrer, mais en même temps, c'est un grand soulagement. Parce qu'on se dit, ça va être plus fluide. On l'espère en tout cas. Dans cette même veine que il y a cette vague aussi trouvée dans ce que vous aviez exprimé dans ce récit. Là, ça arrive à l'être à mon corps et j'adore la fin, l'être, voilà. Il y a ce récit des douleurs, des souffrances. Et puis de la société aussi, hein, de tout ce poids. Mais à la fin, finalement, il y a vraiment ce retour vivant et bon, quoi, et beau. Et c'est trop bon, quoi, ça. D'être à mon corps, j'adore. Ça arrive
mairie, non. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait à notre place, en toute activité. En tout cas, merci. On doit clôturer, c'est ça? Peut-être juste avant de clôturer, dire que si vous souhaitez venir voir le spectacle, on joue le 14 novembre à Liège, le 28 novembre à Wavre et le 7 décembre à Nivelles. On a des petits prospectus qui présentent un petit peu le spectacle là, sur la table si ça vous intéresse. Et si vous souhaitez être tenu au courant des dates, il y a la page Facebook du Théâtre des Rues. Donc Théâtre des Rues, j'ai des cartes de visite si jamais ça vous intéresse. Et là, on va poster les dates de représentation du spectacle. Voilà. C'est au Centre d'Action Laïque, du coup, rue Lambert Fortuny. Voilà. C'est à 20h, je pense. Merci beaucoup. Merci.